Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Labo des métiers de l'ENSIB, qui est donc un rendez-vous qui propose une rencontre suivie d'un échange avec un professionnel autour d'un sujet impactant l'évolution des métiers et des compétences dans les domaines de l'information. Donc, je me présente tout d'abord, je suis Mathilde Larieux, chargée pour l'ENSIB de la mission prospective métiers et compétences. Juste un petit point technique avant de commencer. Nous sommes ensemble donc pour 45 minutes. Ce webinaire est enregistré. Normalement, vos caméras et vos micros ont été désactivés. Si ce n'était pas le cas, je vous demanderai de bien veiller à le faire. Et donc, du début à la fin, un chat est ouvert pour que vous puissiez poser vos questions qui seront relayées lors du temps d'échange qui aura lieu à la fin de ce rendez-vous. Et vous pourrez également, si vous le souhaitez, lever la main pour prendre la parole. Voilà, donc pour ce deuxième épisode, nous allons échanger sur les défis et les opportunités que représente l'intelligence artificielle pour les professionnels de l'information et de l'éducation. Selon une étude récente d'un des leaders européens de la tech, qui a été menée auprès d'un échantillon de la population française et qui portait sur leur perception de l'IA, 81% d'entre eux déclarent savoir de quoi il s'agit, mais un quart seulement disent comprendre très bien ce qu'est l'IA. On perçoit donc que si l'IA devient une réalité de plus en plus présente, un enjeu de taille est la sensibilisation et la formation des publics. Donc, pour parler des liens entre IA et éducation et des rôles des professionnels, j'ai invité Florian Meyer, qui est professeur titulaire au département de pédagogie de l'Université de Sherbrooke et qui est spécialiste du numérique en enseignement secondaire et supérieur. Bonjour Florian. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Alors Florian, je crois que pour commencer, tu nous as concocté un petit quiz. Je vais donc mettre dans le fil de conversation je vais le partager à l'écran pour qu'on puisse le voir et en même temps on verra les résultats. C'est ça qui va être sympathique. Vous allez voir les résultats en même temps que, que vous allez pouvoir répondre collectivement. Est-ce que j'explique sommairement de quoi il s'agit? Oui. Parfait. Alors, l'idée, simplement, c'est d'aller sur WooClap. J'imagine que vous connaissez. C'est une application française. Vous pouvez utiliser le petit code QR qui est là. Et puis, ou vous rendre sur wooclap.com et entrer le code de l'événement que vous avez à l'écran qui est YJOCIG. Là, le fait d'être en majuscule n'est pas très important. Donc, je vais attendre que vous soyez présents. Je vois que les gens commencent à rentrer. Vous voyez, peut-être déjà une vingtaine de personnes qui sont présentes. Le but, le temps que vous vous connectiez, le but de ce petit quiz est simplement de nous activer les neurones pour commencer ce petit webinaire. Et donc, il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise réponse, parce qu'en fait, je vais simplement vous questionner par rapport à vos propres ressentis ou vos propres représentations, simplement pour savoir où vous vous situez. Donc, ne vous inquiétez absolument pas par rapport à ça. Et les résultats ne seront pas, ne vous incrimineront d'aucune manière. Donc, le but est simplement d'activer un petit peu nos neurones. Alors, je vais attendre encore 30 secondes. Je vois que nous sommes 44 déjà dans WooClap. Il y a combien de personnes au total, Mathilde, qui sont présentes ce matin pour moi, parce qu'il est 7 heures du matin au Québec? Nous avons donc 64 participants, Florian. Parfait. Donc, nous sommes déjà une cinquantaine. Alors, les autres, pas de stress si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas y aller. Notez le code si jamais vous voulez y arriver un petit peu plus tard. YJOCIG, mais je pense que Mathilde l'a mis dans le clavardage, comme on dit au Québec. Donc, je vais passer à la première question. Quels outils intégrant de l'IA utilisez-vous dans votre vie quotidienne? Alors, vous pouvez en entrer, enfin, vous mettez un outil à la fois et vous pouvez entrer plusieurs fois des informations. Mon idée est simplement de voir un petit peu quelle est votre connaissance des outils d'intelligence artificielle que vous utilisez dans votre quotidien. Vous voyez, c'est un nuage de mots qui apparaît à l'écran. Ça bouge au fur et à mesure que vous remplissez les choses. Oh, intéressant. Des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Hey, wow, excellent. Ça bouge. Génial, super. Donc, effectivement, là, je vois que ça bouge beaucoup. On voit que de manière assez centrale,
les outils de type téléphone intelligent, YouTube, Google, ChatGPT évidemment, apparaissent en gros. Le GPS, effectivement, hein, c'est quelque chose de très commun dans nos vies, dans nos quotidiens. Et vous nommez tout un tas d'autres applications. Alors, ça me fait plaisir de voir ça parce que je comprends que vous avez conscience en fait de la place déjà et de l'importance de l'intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes. Et effectivement, hein, vous avez raison, c'est présent dans de nombreux outils qui nous sortent un peu du classique que l'on imagine habituellement, c'est-à-dire ChatGPT ou voir Google, parce qu'il y en a énormément qui utilisent ça, tout à fait, hein. Je vois WhatsApp, je vois vos montres intelligentes, tout à fait, vos courriers électroniques, Bing, vos outils de recherche. Alors, je vois que certains utilisent Perplexity, donc c'est intéressant parce que ça, c'est peut-être des choses qui sont plus en lien avec votre métier. Alors, on a un portrait assez intéressant, hein. Je vois que vous avez une bonne connaissance de tout ça. Maintenant, je vais poser une autre question d'un autre registre. Que représente l'intelligence artificielle pour vous en tant que bibliothécaire, documentaliste ou éducateur, éducatrice? Est-ce que c'est un danger, une opportunité, une charge ou une stimulation? Alors, il n'y a pas de bonne réponse, hein. C'est juste pour voir où vous vous situez encore une fois. Oh, ça bouge. Ouais, excellent. Donc, je vois en majorité, là, dans les réponses que vous fournissez, là, presque la totalité des personnes ont répondu déjà. Ben, c'est intéressant aussi. Je suis content de voir que ça représente quand même quelque chose d'assez positif, c'est-à-dire vous avez un certain optimisme à l'égard de l'usage de l'intelligence artificielle, qui est rassurant, mais en même temps, certains d'entre vous en sont méfiants, hein. On voit ça comme un danger ou une charge, et je pense il faut garder cette méfiance-là. Je pense il faut être assez alerte sur ce que ça peut représenter l'intelligence artificielle. Et mon but aujourd'hui va être justement de peut-être voir un peu quelles pourraient être ces opportunités ou comment ça pourrait être stimulant de l'utiliser dans le cadre de votre métier, avec les gens avec qui vous travaillez, tout en étant effectivement sensible et attentif aux différents dangers que cela pourrait représenter à certains égards. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne longueur d'onde et en tout cas, vous êtes optimiste. Ça me rassure. Et je poserai une dernière question, en fait, spécifiquement. Alors, je vais revenir un peu sur le même principe que ce que vous avez en fait chez vous, mais nommer des outils qui utilisent l'IA, mais dans votre métier spécifiquement, parce que ça, je vous avoue, je ne les connais pas. Et parce que c'est votre métier à vous, je ne sais pas, oui. Et donc, c'est très bien. Peut-être que certains d'entre vous en connaissent déjà. Alors, mon but ici, avec ça, c'est pas du tout de les commenter, c'est de vous donner peut-être, pour celles et ceux qui n'en connaissent pas, des pistes. Des pistes parmi vos collègues ici. Il y en a certains qui utilisent déjà l'intelligence artificielle dans le cadre de votre métier et ça pourrait être intéressant. Alors, Mathilde, je ferai une petite saisie d'écran de tout ça. Il sera possible de partager la liste des outils partagés par les collègues si tu veux, par la suite, là, en guise de synthèse, et je vous enverrai tout ça. Mais on voit qu'effectivement, ce sont des outils, ChatGPT, effectivement, mais Perplexity, on l'a vu tout à l'heure, ResearchRabbit, tout à fait, Wooflash, je ne connais pas, Primo Alpha, Flint, InnoReader. Donc, c'est intéressant parce que là, je découvre moi aussi des outils. Alors, ça va être intéressant pour moi. Et ça, c'est une preuve par ailleurs qu'il y en a tellement des outils dans nos métiers respectifs qu'il est difficile de pouvoir tous les nommer. Alors, prenez une photo mentale et encore une fois, je vous enverrai ça par la suite pour que vous ayez ces traces-là. Mais je suis content d'en découvrir de nombreux parce qu'effectivement, dans votre métier, dans vos métiers multiples, il y a de nombreux outils qui peuvent vous servir tant à vous comme professionnel que pour travailler avec les personnes avec qui vous travaillez. Alors, je vais arrêter là pour le petit WooClap, Mathilde, pour le moment. L'idée était pour moi de démarrer un petit peu et d'activer les choses pour ce matin. Merci Florian. Je vais commencer un temps d'échange et de questions-réponses. Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer brièvement de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle générative? Tout à fait. Alors, je vous partage mon diaporama à l'écran de manière à avoir un petit support en arrière parce que ça va m'aider. J'ai une courte mémoire et donc c'est plus facile pour moi d'avoir un petit diaporama en arrière. Mais oui, effectivement, l'intelligence artificielle, en fait, il faut bien connaître ce que c'est que l'intelligence artificielle pour pouvoir la manipuler, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir savoir comment fonctionner intelligemment. Donc, il faut comprendre qu'on a ce qu'on appelle l'intelligence générative, qui est celle dont on parle le plus actuellement, qui en fait
fait a comme idée de s'appuyer sur l'apprentissage profond, c'est-à-dire aller utiliser des informations qui se retrouvent en très, très, très grande quantité sur les réseaux, sur le web, sur Internet, sur Wikipédia et autres, et en fait, essayer de, à partir d'un modèle algorithmique, générer des réponses qui ressembleraient à des réponses d'humains, en fait, hein. Donc, des réponses qui sont complexes et variées et qui sont générées à partir d'un prompt, c'est-à-dire une enquête d'entrée, en fait, une question d'entrée. Et ça nous donne des réponses qui sont relativement prédictives. On s'en va vers une intelligence artificielle qu'on appelle adaptive, c'est-à-dire que celle-ci, et les programmations évoluent très, très rapidement, les intelligences qu'on va avoir dans le futur vont être beaucoup plus dynamiques et vont incorporer aussi la capacité d'utiliser des données qui sont propres à l'environnement dans lequel les utilisateurs vont se retrouver. Donc, on va être beaucoup plus adaptatif, ce qui veut dire que si toi, Mathilde, par exemple, tu poses une question à un outil intelligent dans ton contexte, dans ton milieu, avec le cadre que tu as autour de toi, et si je pose exactement la même question ici à 7 heures du matin au Québec, je n'aurai pas du tout les mêmes réponses parce que l'intelligence va s'adapter à mon contexte à moi. Mais on n'en est pas encore exactement là, mais l'évolution s'en va vers ça. Alors, comment ça a fonctionné l'intelligence artificielle? En fait, c'est d'abord un pré-entraînement d'un algorithme. Alors là, je passe le détail de ce schéma-là, c'est pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un pré-entraînement avec un très très grand nombre de données, et on va à l'aide de super ordinateurs intelligents adapter en fait les réponses et faire apprendre cet algorithme-là pour qu'il génère de plus en plus de réponses précises. Et on a au milieu une espèce de représentation schématique d'un algorithme complexe qui, à partir de certaines entrées, va transformer les codes et va nous donner des réponses que l'on va caractériser aussi en fonction de l'outil et du type de réponse que l'on veut obtenir. Et là, c'est ce qu'on appelle un outil de type GPT, en fait, qui est un outil de type intelligence artificielle, qui, lui, va être ajouté sur une couche supplémentaire qui est un outil de clavardage, mais ça pourrait être un outil de traitement d'image, ça pourrait être un outil de production de contenu multimédia ou autre. Alors, comment ça fonctionne très sommairement? En fait, un outil de dialogue de ce type-là, c'est que on rentre avec une enquête. L'outil va segmenter un peu tout ce que l'on dit dans ce texte-là, dans cette petite requête-là. Il va l'analyser et puis en faire une tokenisation, c'est-à-dire il va en faire des chiffres. Et ces chiffres, il va les organiser, il va les transformer dans un espèce de prolongement lexical. Il va le mettre dans son algorithme pour générer en fait de nouveaux symboles qui vont nous transparaître en réponse. Ces réponses-là sont des mêmes chiffres que ce que l'on voit dans l'analyse lexicale, mais vont être après ça formatées dans un format texte ou autre que l'on va pouvoir comprendre en tant qu'humain. Donc ça, c'est vraiment le processus global dans lequel on voit en fait l'évolution de l'intelligence artificielle et sa manière de fonctionner. Donc quand on comprend ça, déjà, ça nous aide à saisir un peu mieux les outils dont on va parler un peu plus loin. Et alors, justement, Florian, donc on aborde ici les aspects technologiques de l'intelligence artificielle, mais donc est-ce que l'IA peut aussi être un outil éducatif? Et dans ce cas-là, quels outils d'IA mobiliser dans un contexte de formation? Tout à fait. Bon, alors évidemment, je vais partir de mon point de vue de formateur en éducation, puisque c'est mon domaine de recherche. Je fais de la recherche en technologie éducative, donc comment utiliser les outils numériques pour l'apprentissage. Alors, on pourrait distinguer l'intelligence artificielle en deux grands volets, en deux grands domaines, c'est-à-dire les outils qui sont faits pour l'éducation avec un but éducatif et qui pourraient être très utiles aussi en tant que bibliothécaire notamment. Mais il y a aussi des outils de façon générale qui sont des outils, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont non spécifiques à un usage éducatifs, mais qui peuvent être détournés et utilisés à des buts éducatifs ou à des buts en tout cas d'apprentissage. Alors par exemple en éducation, et je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pour vous illustrer un petit peu ce qui peut être fait, il y a des outils, par exemple à Lille, qui ont été développés au Québec. Optania est une entreprise d'EdTech en fait qui existe au Québec, avec qui j'ai collaboré dans le passé. Ils ont développé un outil qui s'appelle Ali. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit robot intelligent, un chatbot en fait, qui vient en fait guider les étudiants au fur et à mesure de leur parcours pour les garder motivés, les garder engagés, comprendre un peu s'il y a une détresse psychologique à certains égards. Donc, c'est un outil qui est là, en fait, dans le but de soutenir le bien-être apprenant des étudiants qui naviguent souvent à distance ou de manière relativement autonome. Ils ont aussi développé un outil ISA qui est une interface de suivi académique. Qu'est-ce qu'elle a comme but, cette interface-là? C'est d'aider les étudiants à s'organiser dans leur parcours et à faire un suivi. Où vous en êtes? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Quelles sont les étapes? Quelles sont les recommandations qu'on vous donne
fonctionne pour mieux réussir vos apprentissages? Qu'est-ce que vous avez terminé, pas terminé? Quelle est votre moyenne? Et ainsi de suite. Donc, ça prend en compte tout le portrait de l'étudiant dans son parcours, dans son cheminement, pour lui donner des recommandations et le guider un peu dans son fonctionnement. Il y a aussi ce qu'on appelle les tableaux de bord, par exemple. Les tableaux de bord, en fait, ce sont des outils qui, par exemple, vont permettre à un enseignant de suivre ses classes, de suivre l'ensemble de ses groupes d'élèves, de suivre un certain nombre de personnes et de voir effectivement sur le même principe où ils en sont, quels travaux ils ont remis, quelles sont les notes moyennes, comment ça fonctionne. Et l'idée de ça, c'est aussi de guider les enseignants pour qu'ils fassent des bons choix afin de mieux accompagner leurs étudiants par ailleurs. Puis, le plus commun et ce qui existe le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les systèmes intelligents adaptatifs, ou autrement dit, les tuteurs intelligents. Et là, l'idée de ça, pour moi, est très intéressante, c'est de guider les étudiants au moment de leurs actions pour leur proposer des pistes. Par exemple, ils font un exercice, ils font une erreur. Ou l'exercice est incomplet ou inexact. Et donc, le tuteur intelligent qui est là va analyser la réponse de l'étudiant, puis va pouvoir lui faire des recommandations. Ah non, tu t'es trompé. Ah oui, voici pourquoi tu as compris ça de telle manière. Voici vers quoi je te recommande d'aller. Donc, ça va guider l'étudiant de façon autonome pour qu'il fasse les exercices et les choix pour progresser le plus rapidement possible, le plus efficacement vers des apprentissages signifiants. Et ça, c'est très aidant, notamment pour des personnes avec certains troubles d'apprentissage particuliers ou certains handicaps, notamment, par exemple, des personnes qui sont malvoyantes, malentendantes, qui ont des troubles de concentration, qui ont des différentes difficultés de ce type-là. Donc ça, c'est des outils éducatifs extrêmement intéressants. Puis là, j'en passe d'autres. Je vous juste mets un exemple si ça vous intéresse, mais il y a le journal Educause, qui est une revue américaine qui a fait une petite recension de certains outils qui sont développés, qui mobilisent l'intelligence artificielle de différentes manières. Et donc, les universités, on peut le voir, américaines, mais aussi ici au Canada, développent énormément de choses. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les technologies qui mobilisent l'intelligence artificielle, mais sans but éducatif. Vous en avez nommé de nombreuses dans votre dans votre première réponse au petit WooClap tout à l'heure. Alors là, il faut voir que qu'il y en a un très, très grand nombre, mais en fait, on ne voit que la pointe de l'iceberg, hein. Il y en a encore plus que ça et il s'en développe de plus en plus. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous questionne. Ce sont des choses sur lesquelles ce sont des outils auxquels on a accès au quotidien, mais quelle place on peut donner à ça en éducation ou quelle place ça prend en éducation en particulier. Alors, je vous ai fait un petit schéma, en fait, c'est pas moi, c'est mon collègue Normand Roy de l'Université de Montréal qui a fait ce schéma. Mathilde, tu me fais signe si je prends trop de temps. Mais, C'est bon. et c'est intéressant de comprendre, par exemple, le cheminement d'un étudiant qui a un travail à remettre particulier. Un enseignant lui donne une consigne particulière et l'étudiant doit réaliser un travail à partir de ça. Qu'est-ce qui va se passer? L'étudiant reçoit la consigne de son enseignant et se dit, bah, tiens, moi, je vais aller poser la question à mon moteur intelligent le plus connu, et notamment ChatGPT, puis je vais voir un peu ce qu'il me propose. Donc, faire une forme de remue-ménage, une espèce de planifier un peu quel type d'informations je vais pouvoir manipuler. Là, il va utiliser ChatGPT. À partir des informations que ChatGPT lui donne, il se dit, bon, ben, mettons, je suis à l'université, alors là, on me demande de référencer mon travail avec des ressources bibliographiques intéressantes. On sait que ChatGPT ne le fait pas. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, je vais aller utiliser des outils qui me permettent de faire une recension. Alors, certains d'entre vous en avez nommé, là, des outils dont vous voyez les icônes ici tout à l'heure. Donc, vous les connaissez, ces outils qui permettent de faire des recensions. Mais bon, c'est compliqué. Et puis après ça, ça fait énormément de textes qui sont proposés. Il faut les lire. Bon, ben là, peut-être que l'étudiant va se dire à un moment donné, je vais avoir besoin d'aide pour lire l'entièreté de ces textes-là. Alors, je vais utiliser un outil qui me permet d'analyser les textes PDF et d'en faire des synthèses pour pouvoir, à partir de là, avoir une idée complète. Et puis, il va en produire une bibliographie grâce à un autre outil intelligent qui va lui permettre de générer cette bibliographie-là. Qu'est-ce qui se passe ici avec toutes ces informations-là? Ben, il faut quand même bien qu'il les traite un petit peu l'étudiant, donc il va en faire une première rédaction initiale parce qu'au-delà de toute la capacité des outils intelligents, il faut quand même qu'il mixe à la fois les propositions comme fait ChatGPT, les références qu'il a trouvées, puis il faut qu'il essaie d'être un petit peu original quand même dans sa réponse. Il fait une première rédaction initiale et là il se dit, ben, je vais quand même utiliser ChatGPT pour réviser. Est-ce que ce que je dis est correct? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est compréhensible? Alors ChatGPT peut l'aider dans ça puisqu'on l'a vu, ChatGPT analyse du texte pour vous donner en fait une espèce de réponse assez prédictive de ce qui se passe. Alors, si jamais, par exemple, il avait à faire ce travail-là dans un cours d'anglais, par exemple, ben, il pourrait utiliser DeepL. J'ai vu qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le connaissiez.
pour faire une traduction de ce texte-là. Donc, il va utiliser un autre outil intelligent pour faire une traduction. Et là, il refait une révision parce qu'à partir de ces traductions, il se dit, est-ce qu'elle est bonne, ma traduction? Est-ce qu'elle est adéquate? Est-ce qu'elle reflète ce que je veux dire? Donc, il fait une première révision. Puis après, pour cette révision-là et la qualité de la langue, le niveau de la langue, il va pouvoir utiliser d'autres outils intelligents comme ceux-ci qui vont lui permettre de retravailler la qualité du texte pour que ce soit dans un style de bonne qualité. Et là, il a enfin une version finale qu'il va pouvoir soumettre. Mais pour être sûr que cette version finale est adéquate, il va le passer dans un outil qui les met aux normes APA, les normes American Published Association. C'est celle qu'on utilise chez nous en particulier. Alors, vous voyez, ce que j'ai encerclé en rouge ici sont les 4 moments où l'étudiant ou l'étudiante a un rôle a priori. Ça, c'est intéressant parce que mon collègue Normand Roy avait fait ça au début avril. Et là, je peux vous dire que fin mai, début juin, on peut déjà lui ajouter tout un tas d'autres outils qui sont apparus entre le moment où mon collègue a fait ce schéma-là et le moment où j'ai préparé cette présentation-là. Il y arrive de nouveaux outils qui apparaissent, plein. Qui pourraient même en fait se placer aux différents endroits où les étudiants avaient un peu d'autonomie. Et ça ajoute même, si on voit les derniers, là, les 4 derniers, ça nous permet d'aller plus loin que simplement une présentation sous forme textuelle, parce que maintenant, on peut aussi générer des présentations multimédia, on peut générer, à partir d'un même texte, des petites vidéos, on peut générer des pages web spécifiques, des billets de blog, et ainsi de suite. Donc, ça multiplie les possibles qui existent et ça va à une vitesse assez vertigineuse. Mais Florian, j'interviens là, mais est-ce que c'est pas un peu un idéal, ce processus? Est-ce que dans les faits, on risque pas plutôt de se passer de toutes ces étapes intermédiaires d'analyse de la production de l'intelligence artificielle pour simplement faire un processus assez court j'interroge ChatGPT, par exemple, et je retranscris sa réponse. Puis je me rends compte que je suis allé un petit peu vite, Mathilde, je suis désolé. En fait, j'ai passé par-dessus une question que tu voulais me demander tout à l'heure, mais c'est pas grave. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. En fait, l'inquiétude ici, en fait, pas l'inquiétude, mais l'élément auquel j'attire notre attention, c'est justement de se dire qu'est-ce qui se passe dans un processus comme celui-ci? Où vont être maintenant les compétences que les étudiants ou les apprenants ou les citoyens, en fait, parce que tout citoyen a aussi à agir avec ça et donc dans son contexte, soit d'apprenant ou soit en formation continue comme professionnel, et là vous avez un rôle très important comme documentaliste, bibliothécaire ou autre, c'est justement parce que vous vous adressez à tout type de population et pas juste des élèves notamment, et toutes les personnes, tout citoyen doit en fait composer avec tout ça. Et donc quand on regarde ça, on se dit mais où sont finalement, quel type d'apprentissage où sont-ils et quel type d'apprentissage devons-nous faire maintenant en tant que citoyens, en tant qu'élèves? Et à mon sens, il y a 3 grands axes sur lesquels il faut concentrer notre réflexion et repenser finalement nos actions, et en particulier nos actions d'apprentissage. Et pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans le contexte de son développement de compétences, dans ce contexte de progression, d'apprentissage de manière générale, pour moi, il y a 3 dimensions. C'est d'abord comprendre comment ça fonctionne. Où est-ce qu'on la retrouve, cette intelligence artificielle? Comment elle agit? Sur quels principes? Quelles sont ses limites? Puis après, c'est apprendre à les exploiter efficacement. Alors, on voit bien, hein, ça va avoir un impact, le schéma nous l'a montré, sur la manière dont on va organiser le travail et la production et la créativité. D'ailleurs, j'ai écouté hier une conférence sur la créativité. Je vous enverrai le lien pour le partager parce que c'est extrêmement intéressant et ça nous montre aussi que l'intelligence artificielle n'est pas créative encore et qu'on a un travail à faire là-dessus en tant qu'humain et qu'on ajoute cette créativité humaine. Alors, où elle se trouve? Comment on organise son travail? Comment on produit à l'aide de l'intelligence artificielle? Donc ça, c'est le deuxième axe, à mon avis, de développement extrêmement important. Et le troisième, c'est être critique. Et ça, il faut le garder. Donc, je suis content que tout à l'heure, certaines personnes aient vu qu'il y avait quelques dangers quand même, parce qu'il ne faut pas être jovialiste. Et c'est comme toute invention numérique, je dirais, il faut être critique. Et donc, l'intelligence artificielle représente de nombreux enjeux, éthiques en particulier. Donc, quels sont-ils? Où se situent-ils? À quel moment? Pour quelles raisons? Comment on peut s'en protéger de ces dangers-là? Et comment, en fait, quelles dérives, en fait, peuvent-ils générer? Donc, ça, c'est important à ne pas oublier. Et puis là, je prends une citation d'un collègue de l'Université de Montréal, un philosophe qui disait, en fait, il est nécessaire d'avoir une réflexion critique sur les visions du monde qui sont derrière les approches algorithmiques et d'essayer de travailler à la multiplicité de ces visions-là. Parce que ce qu'il ne faut pas, en fait, c'est ne pas oublier que l'intelligence artificielle va puiser
dans une grande quantité d'informations présentes sur le web. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça met de côté toutes les pensées divergentes, toutes les pensées un peu marginales, toutes les pensées minoritaires, parce que ça va prendre ce qui est majoritaire et très important. Donc, gardons à l'esprit cette dimension critique-là. Ce qui est en train de se dessiner, Florian, c'est aussi si on revient sur la formation et les compétences des professionnels que mobilisent ces agents conversationnels, ça montre qu'on est donc moins sur des nouvelles compétences que finalement sur encore des compétences informationnelles, des compétences d'accompagnement à l'esprit critique. C'est exactement ça. Et en fait, sur des compétences, moi je dirais même sur la compétence numérique, parce qu'au Québec, on parle de la compétence numérique. Alors, je vais juste vous la montrer, mais tu as raison, pour moi, on est dans une question de littératie médiatique, en fait. Alors, je vais y revenir un tout petit peu après, mais la compétence numérique telle qu'on l'a définie au Québec, je voulais juste vous le montrer parce que ça me semble intéressant, c'est de comprendre que pour tout outil numérique que l'on va utiliser ou pour toute approche numérique, nous, on part du principe au Québec que c'est une compétence, hein, l'usage numérique, la compétence numérique qui s'adresse à tout citoyen, du préscolaire jusqu'à la retraite et même jusqu'à la fin de la retraite d'ailleurs. En fait, à tout citoyen, ça s'adresse. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si vous regardez le schéma, le cercle à droite, au centre, en fait, on a ce qu'on appelle un citoyen éthique. Et les enjeux éthiques, là, ils sont pas nouveaux avec le numérique, hein. Ça a toujours été, que l'intelligence artificielle ou non. Le deuxième cercle, le cercle jaune qui est centrique, c'est les habiletés technologiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comment on utilise, comment fonctionnent les outils numériques? Et on parle d'intelligence artificielle, mais tous les autres aussi. Et après ça, se greffe autour de ça 10 dimensions complémentaires de ce que l'on peut faire grâce au numérique, c'est-à-dire pour apprendre, pour s'informer, pour collaborer, pour communiquer, pour produire du contenu et ainsi de suite. Donc, nous, ce sur quoi on insiste quand on développe la compétence numérique, ou on aide des étudiants à développer leurs compétences numériques, ce sont ces 12 dimensions-là. Et à mon sens, quand on forme à l'intelligence artificielle ou par l'intelligence artificielle, les 3 éléments clés, encore une fois, c'est les habiletés technologiques, la pensée critique, la culture informationnelle. Donc, l'avoir soi-même en tant qu'accompagnateur, éducateur, documentaliste, bibliothécaire, mais avoir conscience que les personnes auxquelles on s'adresse ont aussi à développer cette compétence-là. Et je vous disais, ça s'adresse plus au niveau de la culture informationnelle ou la littératie médiatique. Ce qu'on entend par littératie médiatique, et là je m'appuie sur un travail de collègues belges que j'apprécie particulièrement, c'est l'idée de la littératie médiatique. Et en fait, ce que ça nous dit, et ça je pense que ça vous est familier, c'est que n'importe quelle personne, lorsqu'il se retrouve sur des médias particuliers, va devoir lire, écrire, naviguer, organiser son travail ou ses ressources et ses références. Donc là, on est dans les premiers, c'est utiliser les médias, et dans le deuxième, c'est utiliser un corpus de médias, d'accord? Et eux, ils ont compris dans leurs travaux qu'il y avait 3 axes particuliers, l'axe informationnel, l'axe technique et l'axe social. Et quand on garde ces 3 axes-là, c'est-à-dire par exemple comment on lit l'information qu'on retrouve sur un média, mais comment en fait, pardon, je recommence. Quel type d'information on peut retrouver quand on les lit, quelles sont ces informations-là, donc les structurer, les comprendre. Comment elles fonctionnent, ces informations-là? Comment sont-elles présentées et comment en fait fonctionne l'outil qui va nous permettre de lire ces informations-là? Et le troisième axe, par exemple, pour la compétence lire, c'est l'axe social. Qui sont les personnes qui sont derrière les outils que l'on lit, qui sont derrière les ressources que l'on lit? Quelles sont les caractéristiques des acteurs? Bon, je passe pas en détail l'ensemble de toutes ces dimensions-là, mais vous les comprenez. Et moi, je trouve intéressant de garder à l'esprit que quand on est devant de l'intelligence artificielle, et on va lire ce que va nous produire l'intelligence artificielle, on va potentiellement écrire avec cette intelligence artificielle ou avec son aide, on va naviguer au travers d'un certain nombre de références, de ressources et d'informations. Et, pardon, elle va peut-être même nous aider, l'intelligence artificielle, à organiser l'ensemble des informations que l'on va pouvoir retrouver au travers de ces outils-là. Donc, gardons à l'esprit que, effectivement, pour répondre à ta question, Mathilde, on ne va pas transformer les compétences, on va pas ajouter de nouvelles compétences, on va adapter les compétences déjà sur lesquelles on travaille déjà pour qu'elles soient plus spécifiques aux caractéristiques de l'intelligence artificielle. Et du coup, je relis aussi quelques mentions qui se font dans le fil de la conversation. Oui. Ça pose la question de la formation des éducateurs, professionnels de l'information, etc. Est-ce que vous avez peut-être des formations à nous conseiller, Florian? En gros, on veut animer un atelier qui implique une intelligence artificielle ou développer une séquence. Ouais. Comment on se forme rapidement? Est-ce que vous avez vu des formations qui vous semblent intéressantes?
Alors, il y a des choses fantastiques qui se font en Europe. Je vais juste vous montrer, Mathilde, t'inquiète, je ne le présenterai pas en détail, mais je vais juste vous montrer ce cadre-là parce qu'il est quand même, il me semble très important. C'est le DigiComp Edu. Je ne vous le présenterai pas parce que vous n'êtes pas des éducateurs, mais c'est un point de départ extrêmement important dont on s'inspire aussi, nous, au Québec, qui montre en fait quelles sont les compétences, un cadre de référence pour comprendre les compétences des éducateurs avec le numérique et le lien avec l'apprentissage et les compétences des apprenants. Donc ça, c'est un cadre très important dont vous pourrez vous inspirer. Maintenant, si on veut regarder un petit peu ce qui se fait, je pense qu'il se fait des choses, il y a des choses très intéressantes, hein, Mathilde, qui se font en France, qui se font en Europe francophone. Là, j'ai ciblé un petit peu plus ce qui se propose au Québec parce que, évidemment, ayant la couleur québécoise de ce matin, je vous apporte un petit peu cet angle-là. Mais chez nous, en fait, se développe, d'abord, il y a des organisations qui sont dédiées à la réflexion, à la recherche, mais aussi à la vulgarisation de l'information et de la connaissance autour de l'intelligence artificielle. Alors, je vous invite peut-être à aller regarder ces quelques références-là. Il y a l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Il y a le consortium de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances en intelligence artificielle, IVADO, dans lequel j'ai d'ailleurs eu la chance de faire une conférence récemment. Il y a MILA, qui est l'Institut québécois d'intelligence artificielle, avec à sa tête quelqu'un qui a eu en fait, qui a été nommé au prix Nobel pour l'intelligence artificielle. Et puis, on a aussi un pôle, en fait, même ici à Montréal, parce que je réside à Montréal, même si je travaille à l'Université de Sherbrooke, mais il y a un pôle d'enseignement supérieur en intelligence artificielle qui regroupe les établissements d'enseignement supérieur et qui réfléchissent finalement à la place de l'enseignement supérieur, de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur. Donc, déjà, pour nous, on a des ressources très intéressantes et je suis convaincu que vous en avez des similaires par chez vous aussi. Maintenant, il y a des formations qui sont disponibles et celles-là, même si elles sont produites au Québec, vous y avez accès, vous avez possibilité de vous inscrire à certaines, en particulier des MOOC, hein, des CLOM, comme on dit en français. Et si ça vous intéresse de venir étudier au Canada pour de la formation continue, ben, vous avez sur Édu-Canada une liste d'outils, de formations qui sont proposées autour de l'intelligence artificielle. Ici, vous avez en fait une formation qui vise une introduction à l'intelligence artificielle. À l'Université de Sherbrooke, chez moi, en fait, on a par exemple des outils, en fait une trousse de départ pour l'intelligence artificielle pour les entreprises qui pourrait vous être utile aussi. Et puis sur la plateforme EduLib, qui est à peu près l'équivalent de la plateforme Fun en France, là, France Université Numérique, là, que vous devez connaître. EduLib, chez nous, propose aussi un grand nombre de MOOC. Vous en avez plusieurs ici. Alors, par exemple, celui-ci, ChatGPT pour tous, ou biais et discrimination en intelligence artificielle, ou introduction à l'éthique de l'intelligence artificielle, ou encore introduction à la science des données sociales avec R. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis R, je me souviens plus à quoi ça fait référence. Mais donc, ce sont des formations là qui sont disponibles, qui sont ouvertes, qui sont gratuites et il s'en développe de nombreuses. Après, si jamais vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin, il y a aussi des entreprises qui se dédient au développement d'outils technopédagogiques, d'outils qui peuvent être présents. Et je vous ai parlé d'Optania tout à l'heure, mais il y a la Grix notamment, il y a StellarX, je me suis trompé dans l'indentation là, et puis il y a un regroupement d'entreprises de technologie éducative, la EdTech, le Q pour Québec. Il faut un petit jeu de mots avec ça, mais donc ce sont toutes des entreprises qui développent aussi des ressources technopédagogiques à partir de l'IA. Donc ça aussi, ce sont, à mon avis, des moyens intéressants de se développer parce que on l'oublie souvent, mais quand on est professionnel, on se sent pas mal isolé. Mais je pense que si vous avez des projets, des idées de développement, des intentions, bien c'est le moment d'aller solliciter ces entreprises-là pour leur présenter vos besoins, vos caractéristiques et peut-être même les inciter à développer des choses qui pourraient vous être utiles également. Donc voilà, ce sont trois grands axes un peu de développement professionnel qui pourraient vous être. Oui, merci Florian. Je rajoute trois mentions de MOOC dans le fil de conversation et certaines d'entre vous ont déjà mentionné des ressources, des conférences par exemple, donc je vous remercie. On se rend donc compte que le problème finalement n'est pas tant les ressources, on sait qu'il y a des kits, qu'on peut se former, etc. Ouais. Mais peut-être plus la question de personnellement, comment on fait pour y aller. Se pose la question de la culture numérique. Ça peut être un peu effrayant, l'intelligence artificielle. Peut-être si on ne sait pas par quel bout prendre ça. Voilà, est-ce que c'est pas plutôt des questions d'agilité en fait qui se posent, de comment est-ce qu'on rebondit rapidement face à une évolution technologique qui change en permanence?
Mhm. Ben, Comment, en tant que oui, professionnel, on arrive à intégrer ça dans sa formation, tout en conservant des temps d'acculturation, de formation? ouais, c'est très important de prendre le temps et de ne pas mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Et je pense qu'il faut accepter que nous n'allions pas aussi vite que ce que les technologies peuvent nous offrir. Et c'est tout à fait acceptable. Et je vais vous parler d'une période, là, j'ai pas de diapo à propos de ça, mais ta question m'amène à penser à ça. Mais il y a une époque, vous l'avez certainement connue, où Wikipédia est arrivé. Et c'est de fin des années, début des années 2000, disons. Wikipédia est arrivé et tout le monde a dit ça y est, c'est la fin, c'est fini. On n'a plus de rôle, on n'a plus besoin des bibliothèques, on n'a plus besoin des encyclopédies, on n'a plus besoin d'aller enseigner en classe parce que les Wikipédia est là, ça va révolutionner les choses. Et puis en fait, on s'est bien aperçu que oui, ça avait apporté certaines modifications, ça nous avait amené à nous poser un certain nombre de questions, mais en rien, ça n'avait éradiqué le rôle que nous avons en tant qu'éducateurs au sens très large du terme. Eh bien, je dirais que c'est la même chose avec l'intelligence artificielle et je nous invite à rester prudents et à prendre le temps de bien faire les choses. Et il se développe par ailleurs de nombreux outils et des scénarios sont proposés, des scénarios pédagogiques, des scénarios de formation. Donc, la première chose, c'est se former, prendre le temps de se former, de se questionner. Par contre, je dirais, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix que de s'engager dans la compréhension de ça parce que dans nos métiers, on ne pourra plus y faire face et vous l'avez bien montré dans votre booklab, ça fait partie de nos quotidiens aujourd'hui. Donc, il faut qu'on s'éduque à ça. Il faut qu'on a un rôle pour nous-mêmes, puis on a un rôle pour les personnes avec qui on travaille. Mais peut-être un premier exemple que je pourrais vous donner, qui me semble extrêmement intéressant, c'est un exemple qui a été fait par un collège ici. Alors, un collège, c'est du préuniversitaire au Québec. Et c'est un outil c'est un guide qui est gratuit. Hein, vous pourrez le télécharger à l'adresse que vous avez à l'écran ici et qui propose un scénario pour réfléchir à comment intégrer l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, en enseignement supérieur, mais vous pouvez sans aucune difficulté l'adapter à vos contextes de travail en bibliothèque et autres, parce que ça s'adapte tout à fait. Et il propose dans cette trousse-là qui est gratuite des scénarios qui nous amènent à réfléchir un petit peu à comment on peut penser, comprendre, se poser des questions relativement à l'éthique liée à l'intelligence artificielle. Et en fait, il nous propose de faire des délibérations, des espaces, des échanges, des discussions. Et il nous montre ici dans ce guide-là, en fait, comment on anime une délibération avec des personnes qui sont devant nous. Et on n'est pas obligé d'avoir de réponse nécessairement à ça, mais déjà d'éveiller les consciences à la réflexion me semble un point de départ extrêmement intéressant. Et il nous propose 4-5 enjeux particuliers qui sont liés à des enjeux éthiques propres à l'intelligence artificielle. Et il propose des questions pour animer ces discussions-là, ces délibérations. Et il nous propose même en fait un scénario très précis de comment on le mène de bout en bout, cette discussion-là. Donc voilà, ça pourrait être un exemple, Mathilde, que je trouve intéressant pour amorcer en fait un travail, puis semer les graines un petit peu d'une réflexion avec un public auquel on a accès. Et ça, ce sont des choses qu'on est tout à fait capable de faire, même si on n'est pas des spécialistes de l'intelligence artificielle. Hein, animer un débat, se poser des questions à l'aide d'un guide comme celui-ci, c'est très intéressant. Et en fait, je terminerai là-dessus. Pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre que les personnes que l'on a devant nous, elles l'utilisent, l'intelligence artificielle. Vous utilisez l'intelligence artificielle. Donc, nécessairement, profitons de la collectivité pour mobiliser les connaissances et les savoirs de ces personnes-là et de construire une connaissance collective intéressante autour de l'intelligence artificielle. Et je suis convaincu que dans votre public, il y en a même une ou deux personnes qui programment des outils d'intelligence artificielle. Il y a peut-être même des personnes qui donc voilà, les options sont multiples pour amorcer ça, mais commençons doucement et acceptons que ça prend du temps, tout à fait. La parole est à vous, participants, participantes. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez peut-être mis en place une séquence impliquant un outil d'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez essayé d'animer un atelier autour de ChatGPT, par exemple? Bref, est-ce que vous avez des retours, des questions par rapport à ces expériences ou simplement des remarques? Est-ce que vous avez eu l'impression que ça a mobilisé de nouvelles compétences dans votre activité? Je vous fais un petit clin d'œil. ChatGPT m'a fait une blague sur les bibliothécaires, alors je vous la partage à l'écran parce que vous voyez l'humour de avec ça.
Alors, j'ai une mention d'une personne qui nous dit qu'à l'ULB, une belle table ronde organisée en février. Nous proposerons des initiations aux outils IA en septembre. Alors, l'ULB, c'est une université, ce dont il s'agit. Libre de Bruxelles, j'imagine. Ok. D'accord, donc en faisant la part belle aux ateliers, aux expérimentations, alors. Exactement, mais je pense que vous avez raison, il y a énormément d'initiatives qui se font un petit peu partout. Mathilde demandait à qui revient en fait finalement la responsabilité de la formation. Je pense que c'est une responsabilité sociale et donc les entreprises s'en saisissent à certains égards, les collectivités locales, les individus, les établissements d'enseignement et donc on a effectivement de nombreuses occasions de regarder sous différents angles les espaces, les opportunités que représente l'IA. Et moi, je trouve ça fantastique. Hein. Tout à l'heure, certains disaient c'est stimulant. Oui, c'est stimulant. C'est très stimulant. C'est un peu étourdissant pour reconnaître ce qui est, mais il y a de très, très belles possibilités. Florian, alors Je vois la question d'Henriette par rapport à la propriété intellectuelle. Tout à fait. Je pense que c'est extrêmement important de garder ça, en fait, la propriété intellectuelle. C'est un des enjeux éthiques. Alors, dans le guide dont je vous ai fait mention tout à l'heure, il y a une des discussions porte sur justement la propriété intellectuelle parce que c'est un des enjeux. Si on prend l'outil, vous vous souvenez, là, vous l'avez peut-être utilisé, où on mettait une photo de soi-même qui nous vieillissait, là, comme si on avait 50 ans de plus. Vous l'avez probablement fait parce que c'est amusant. À qui donnons-nous l'image de nous-mêmes quand on fait ça, hein? Quand on dépose une image de soi-même pour qu'elle soit transformée par l'IA, pour qu'on ait l'air de tel type de personne à tel âge ou qu'on ait l'air, que notre portrait soit refait avec telle technique d'artiste, eh bien, ce sont des très bonnes questions parce que la photo, avons-nous le droit de l'utiliser, de la déposer là? Est-ce qu'on donne des droits à quelqu'un sur cette photo-là? Est-ce qu'on le sait d'ailleurs? Ceci étant dit, la question de la propriété intellectuelle était déjà présente bien avant l'intelligence artificielle parce que les gens là ne s'en rendaient pas compte, mais quand vous déposez vos photos dans Facebook, vous donnez vos droits de photo à Facebook. Donc après, Facebook fait ce qu'il veut avec ces photos. Et ces questions de propriété intellectuelle, elles sont présentes depuis le tout début de l'existence du web et donc de la conservation de données sur un serveur distant. Donc, très important de garder cette question à l'esprit, tout à fait. N'hésitez pas donc, hein, si vous voulez continuer à poser des questions. En attendant, j'en pose une. Je lisais simplement récemment qu'une commune de Belgique a pris l'initiative de former ses habitants à l'intelligence artificielle. Donc, j'ai creusé un peu. Et donc, en cherchant, c'est en fait une entreprise plutôt d'économie sociale et solidaire, on pourrait dire, qui forme des personnes éloignées de l'emploi. Donc, c'est une démarche d'insertion, hein, pour en fait qu'elles puissent ensuite former les habitants. Et donc, ceci se fait au sein d'espaces publics numériques. Oui. Et je me disais que ça posait quand même vraiment la question de comment est-ce qu'on forme? Est-ce qu'on est juste sur des enjeux de formation technologique ou est-ce qu'on ajoute finalement les enjeux informationnels, esprit critique, etc. Et voilà, je trouve que ça pose la question de à qui est-ce qu'on délègue cette formation à l'intelligence artificielle. Ouais, mais en fait, ce que je disais, pour moi, c'est un enjeu social et je vais revenir à ma diapo sur l'intelligence, sur la compétence numérique parce que c'est ça, en fait, c'est cette idée qu'il y a de nombreuses dimensions. Alors, dans certaines situations, effectivement, on va être au niveau de la culture informationnelle, par exemple, et donc comment on retrouve l'information. Toute la littératie médiatique, qui, à mon sens, c'est quelque chose qui, en tant que bibliothécaire, documentaliste, peut-être est au cœur de vos compétences. Donc, peut-être une partie de cette littératie médiatique dont vous pouvez, en tant que documentaliste, bibliothécaire, éducateur, vous emparer et former. Mais après, effectivement, les habiletés technologiques, ça peut revenir à des entreprises qui sont plus de l'usage, justement, de la construction d'outils technologiques spécifiques et donc comment ça fonctionne. À mon avis, c'est des éléments complémentaires qui ne doivent pas nécessairement revenir à tout le monde. Et la pensée critique, par exemple, nous, on a un organisme dans la ville de Sherbrooke, donc où je travaille, qui s'appelle Sherbrooke Ville Intelligente. Et l'idée, c'est d'avoir regroupé au travers de ça des acteurs de la vie sociale multiples qui se posent des questions sur où peut être l'intelligence artificielle dans l'organisation et la vie de notre ville. Et donc des citoyens, de l'organisation des citoyens, que ça aille du parcomètre à la gestion de l'électricité, aux espaces culturels. Et donc, quelle est la place de l'intelligence dans notre société? Et là, on n'y réfléchit pas à un niveau technologique spécifiquement, on y réfléchit à un niveau critique, social, les enjeux, la place, l'utilité aussi, la pertinence. Donc là, les acteurs sociaux, dans cette réflexion, contribuent aussi à l'évolution de la connaissance. Donc, à mon avis, on est tous et toutes responsables
à différents égards et de différentes manières. Donc, ça peut être communauté locale, mais ça pourrait être université, école, bibliothèque, citoyen, en fait. Voilà. Donc, des enjeux de formation larges et qui mobilisent Voilà. l'ensemble des acteurs, en conclusion. Le temps passe vite, il est donc Oui, j'ai vu qu'il y déjà avait l'heure quelqu'un de... Ouais. Oui. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, non? Oui, nous Mais avons attends. Yamina qui essayait... Ah, voilà. Je voulais intervenir sur l'usage des réseaux sociaux. Non pas de formation, souvent il y a un dépassement des respects de propriété. Oui, tout à fait. Ben, vous avez raison, Yamina. En fait, c'est un des enjeux. C'est pour ça que je le mentionnais encore une fois au niveau de la compétence de la compétence numérique, parce que nous sommes, en tant que professionnels, nous devons développer cette compétence numérique-là. C'est correct, c'est OK, je dirais, d'accepter que nous ne l'avons pas. Et moi, j'ai peut-être l'air un peu malin là auprès de vous à parler de tout ça, mais j'ai énormément de choses à apprendre et à développer, et je pense qu'on en a tous à faire. Et l'intelligence artificielle va beaucoup plus vite que nous actuellement. Donc, c'est tout à fait normal qu'on soit en arrière. Le danger, ce serait de penser qu'on ne l'est pas et d'être trop confiant. Hein. L'excès de confiance, finalement, l'excès de surcroyance en ses capacités, c'est pas idéal non plus. Donc, il faut arriver à faire prendre conscience à nos collègues aussi qu'ils ont à développer cette compétence-là. Les politiques ont à développer la compétence, les citoyens et pas juste les élèves, autrement dit. Et ça, c'est extrêmement important. Et il faut vraiment continuer de propager la bonne parole. Et je pense que vous avez un rôle. Et même si vous ne le maîtrisez pas un grand nombre des choses qui sont là, il faut commencer d'amener cette réflexion-là autour de vous. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et quelque part, je pense que c'est bien que ça prenne du temps. Merci beaucoup, Florian. Merci à toutes et tous pour votre présence enthousiasmante sur ce nouveau format. Et je vous donne rendez-vous en octobre pour un prochain Labo des métiers dont la date sera précisée à la rentrée. Voilà. Merci Merci, beaucoup. Florian. Bonne journée tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir.